Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Aujourd'hui, c'est jeudi et on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, on va combien d'années en arrière? Bon, on va pas très loin en arrière, on va en 1971. Comme nous sommes c'est le quand 10 même juin, très loin. bon, si tu veux, 71, c'est quoi, 40... Non, 60. non, 50, Ouais, 50 ouais. ans. 50 et quelques. 50 ans. Mhm. En fait, c'est demain qu'on va célébrer ça. Je vais parler du congrès du Parti socialiste d'Épinay-sur-Seine. Qui s'est déroulé du 11 au 13 juin 1971. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Bon, je préfère parler de ça parce qu'aujourd'hui, le 10 juin, je n'ai pas trouvé un événement qui soit véritablement intéressant à partager avec les auditeurs. Par contre, lorsque l'on étudie l'histoire de la Ve République, et donc lorsque l'on étudie l'évolution politique, si tu veux, des partis de gauche ou de la gauche politique française, le congrès d'Épinay sur Seine a été très important. Pourquoi? Parce qu'il va être le congrès fondateur de ce qu'on va appeler par la suite l'union de la gauche. C'est-à-dire qu'avant ce congrès-là, de 1971, la gauche était parsemée, clairsemée avec d'un côté le centre-gauche qui était ultra dominé par le Parti communiste français. À côté de ça, tu avais des petits partis d'extrême gauche qui étaient soit dans le monde de l'éducation et de la recherche, soit dans le monde ouvrier, soit dans le monde agricole. Et donc, tous ces petits groupuscules-là, dits de sensibilité de gauche ou de gauche même, sur le plan politique, n'étaient pas unis. Avaient parfois même tendance à s'opposer les uns aux autres. Et c'est si tu veux, cet éparpillement et surtout ce manque d'union qui faisait que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, depuis le retour si tu veux, de la France comme étant un État libre, la gauche n'était jamais parvenue à remporter des élections. Donc, c'était toujours la droite qui était au pouvoir. Et donc, François Mitterrand, qui, bien entendu, était déjà un lion, un vrai monstre politique, qui avait été plusieurs fois ministre dans des gouvernements, y compris celui du général de Gaulle, va décider, puisqu'il va constater qu'en réalité, il n'avait pas la possibilité d'accéder au pouvoir s'il continuait à rester à droite ou à militer dans les partis de droite, il va donc décider de faire le saut et d'aller de l'autre côté, donc d'aller à gauche. Et pourquoi? Parce que là-bas, évidemment, il sentait qu'il y avait une opportunité. Il n'y avait pas un véritable leader qui dominait, qui sortait du lot. Et ce leader-là, qui devait être celui qui devait partir, notamment préparer les partis de gauche pour les élections législatives de 1973 et surtout l'élection présidentielle de 1974. Et donc, il va donc décider de prendre la carte du Parti socialiste français. Alors, le PS, pourquoi? Parce que le PS, c'est le parti à gauche qui est dans lequel il n'y a pas un véritable grand leader et donc sur lequel il peut rapidement prendre les rênes. Et puis, c'est un parti qui, selon la vision qu'il avait justement la capacité de pouvoir rassembler un certain nombre, comme je dis, de petits groupes politiques de gauche qui étaient plus ou moins éparpillés et les unifier. Et en faisant ainsi un grand groupe, il aurait la capacité de se poser en alternative sur le plan politique pour une éventuelle élection présidentielle. Mais surtout, il voudrait montrer au Parti communiste français qu'il est l'homme providentiel, il est l'homme qui pourrait lui permettre de renouer avec la victoire. Parce que le Parti communiste français, il ne faut pas l'oublier, après la Seconde Guerre mondiale, c'est le grand parti de gauche en France, mais malheureusement, ce parti ne va jamais accéder ni à remporter la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, donc à avoir la primature, ni encore moins remporter une élection présidentielle, encore moins avec le modèle de constitution, celle de la Ve République qui est votée en 1958, là, encore moins, ils ne parviennent pas à remporter l'élection présidentielle. Et donc, François Mitterrand a cette stratégie-là. Il faut unir la gauche pour
montrer, il faut unir les autres partis de gauche pour montrer au Parti communiste français que lui, en ayant eu cette capacité-là de réunir la gauche, il a donc la capacité de l'emmener vers la victoire. Et donc, il va être, si tu veux, en position de force pour pouvoir imposer en quelque sorte une espèce d'union avec le Parti communiste et ensuite lancer sa marche vers la présidence. Et surtout, il voudra aussi montrer au parti de gauche, une fois qu'il aura noué cette alliance avec le Parti communiste, il va montrer aux autres partis de gauche, surtout ceux de l'extrême gauche qui ne voulaient absolument pas entendre parler d'une éventuelle union avec le Parti socialiste, il va leur montrer qu'il est l'homme, l'unique possibilité pour la gauche d'accéder au pouvoir à travers les victoires aussi bien dans les élections législatives que celles des élections présidentielles. Et justement pour cela, il va falloir donc mettre en place un congrès et c'est au cours de ce congrès que cette stratégie-là va être mise en place et c'est ce qui va se passer du 11 au 13 juin 1971 à Épinay-sur-Seine. Donc c'est c'est à la Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Et donc là, François Mitterrand va batailler, notamment parce qu'il faut aussi ne pas oublier qu'à l'époque, il y avait des personnalités comme Pierre Mauroy ou Pierre Jox qui étaient des leaders du Parti socialiste. Donc il va réussir à, si tu veux, les mettre dans son équipe et il va, à force de persuasion des négociations, il ne faut pas aussi oublier que lorsque le congrès en réalité s'ouvre le 11 juin, François Mitterrand n'est adhérent au Parti socialiste que le 10 juin, donc la veille. C'est quelqu'un qui vient d'arriver. Et donc, il va, en véritable stratège politique qu'il était, il va réussir à prendre les rênes du Parti socialiste et surtout à lui donner un condensé politique, à lui donner une ligne politique et surtout à lui donner des objectifs clairs et définis. Il faut savoir que le Parti socialiste, tel qu'il était structuré avant l'arrivée de François Mitterrand, ce n'était pas un parti qui avait pour ambition d'accéder au pouvoir. C'était un parti qui voulait juste faire défendre les droits de ses adhérents, donc ceux qui se reconnaissent de sensibilité de gauche. Alors, François Mitterrand va venir et changer totalement la donne en expliquant que ce n'est pas en se cantonnant dans de petites élections, des élections cantonales ou régionales, à des petites élections que l'on parvient à véritablement changer le destin d'un pays. Donc, pour changer le destin d'un pays, il faut accéder au pouvoir, il faut donc lutter pour cela. Et pour parvenir au pouvoir, il faut structurer le parti de telle sorte qu'il ait une véritable ambition d'accéder au pouvoir. Donc, en l'organisant sur le plan local, à travers les communes, les départements, les régions, et en structurant celui-ci de telle sorte que le chef du parti est celui pour lequel le parti va travailler afin de l'emmener justement à accéder à la présidence de la République. Et c'est sur cette base-là que l'on va structurer le Parti socialiste en 1971, et c'est sur cette base-là que le Parti socialiste va donc nouer rapidement à partir de 1972 les accords avec le Parti communiste français et ensemble ils vont aller aux élections législatives de 1973. Ils ne vont pas accéder à la majorité absolue, puisque l'UDF de Valéry Giscard d'Estaing va l'obtenir, mais rapidement, cette union PCF-PS va devenir la première force de gauche du Parlement, et donc à partir de là, François Mitterrand va véritablement maintenant mettre en place sa stratégie de conquête qui va lui permettre d'accéder au deuxième tour de l'élection de 1974, battu en cela par Valéry Giscard d'Estaing, hein, et à partir de là, il va donc peaufiner en quelque sorte sa stratégie, aidé en cela aussi, il ne faut pas l'oublier, en 1981 par la défection de Jacques Chirac, qui va claquer la porte à Matignon. À l'époque, il était Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing. Il sera remplacé par... le nom va me revenir. Bref, en claquant la porte du gouvernement, il va... avant que ça devienne le RPF, ils vont évidemment œuvrer en coulisses pour couler Valéry Giscard d'Estaing et l'empêcher de remporter un second mandat en 1981. Et c'est là où François Mitterrand va accéder au pouvoir. Et donc François Mitterrand est considéré comme
lorsque l'on regarde la Ve République, le premier président de gauche, et c'est la réalité. C'est lui qui va amener pour la première fois la gauche à accéder à la magistrature suprême et avant ça, et ensuite à remporter des élections législatives et autres. Bien entendu, il va y avoir un autre président de gauche, François Hollande, mais évidemment, il faut bien comprendre que lorsque l'on regarde l'évolution de la gauche, eh ben, tout est parti de ce congrès d'Épinay et il est, si tu veux, toujours le congrès de référence. Lorsque les leaders de gauche, aujourd'hui, veulent essayer de redonner de la force à leurs militants pour essayer d'espérer une éventuelle reconquête du pouvoir. Aujourd'hui, ça n'a absolument plus rien à voir. La gauche, aujourd'hui, en France, est tellement divisée. On est revenu à l'époque d'avant 1971 qu'il est difficile maintenant, aujourd'hui, pour un leader de la gauche en particulier, d'émerger. Tant le Parti socialiste aujourd'hui a perdu de sa stature, a perdu de son influence. D'autres partis également dits de gauche, comme le Parti communiste français également, ont énormément perdu. On a maintenant Europe Écologie Les Verts, donc ce qu'on appelle le parti écologiste, qui évidemment semble émerger, mais il n'arrive pas à se défaire de cette image d'éternel parti. En fait, quand tu dis la gauche, c'est un bord politique. Oui, c'est un bord politique. Ouais, mais parce que ça nous embrouille, quoi. Les partis de gauche, les partis de droite, des fois, on ne s'en sort pas. En fait, pour faire la distinction entre les partis de gauche et de droite, il faut voir. Sur le plan économique, par exemple, la droite prône, si tu veux, le fait que l'on doit soutenir les entreprises. Donc, l'économie doit se mettre au service de l'entreprise parce que c'est l'entreprise qui produit des biens. Et peu comme les Républicains. Un peu comme les Républicains. Et puis, quand on dit la droite, c'est la droite conservatrice sur le plan moral. Eux, ils sont pour, par exemple, sur le plan social, ils sont pour la famille. Mais il y a les partis de droite, il y a les partis d'extrême droite. La partie d'extrême droite, c'est eux qui sont... Il y a aussi des partis d'extrême gauche. L'extrême droite, c'est eux qui veulent, par exemple, qui sont pour des mesures particulièrement dures en matière d'immigration, qui sont contre le multilatéralisme, qui sont pour le souverainisme, même si le souverainisme aussi est un peu... Il y a une petite... les souverainistes ne sont pas tous d'extrême, ne se disent pas tous d'extrême droite. Donc, c'est des partis qui sont... Bon, on les qualifie de xénophobes, mais tous ne sont pas souvent xénophobes, mais ils sont plutôt pour... le fait que l'État soit le véritable maître de son destin, aussi bien sur le plan politique, économique, monétaire que donc, en termes d'éducation. par rapport à tes ambitions, par rapport à ton positionnement politique, parce que moi, c'est ce qu'on m'a expliqué, par rapport à ton positionnement politique, tu t'assois à la gauche ou tu t'assois à la droite. Oui, c'est mais la place dans l'hémicycle. Oui, parce que par rapport au président, le président est situé dans l'hémicycle, tous ceux qui sont à droite, évidemment, ce sont les partis conservateurs, dits conservateurs. Donc, si tu arrives à l'Assemblée nationale et que tu te dis progressistes. Si tu arrives à l'Assemblée nationale et que tu te dis conservateur, le président va te dire de t'asseoir à la droite. Voilà. Et si tu es socialiste, en Europe, maintenant, je ne connais pas le président va te dire de s'asseoir à la gauche. Je ne connais pas la configuration ici au Gabon, mais en Europe, non, oui, ici, c'est comme ça. Non, ici, il y a... Gina, tu racontes quoi, toi? Mais non, ceux qui ont envie de s'asseoir au milieu. Ce sont des centristes, voilà. Juste en face du président. Oui, ce sont des centristes, voilà. Ce sont des partis du centre. Voilà, ces partis du centre, les partis du centre, il y a deux types de centres. Il y a ceux qui se disent en fonction des moments, qu'ils adhèrent aux idées dites de gauche, donc les idées progressistes, ou les idées dites de droite, les idées dites conservatrices. Et il y a un autre centre qui se dit... Tout ça, on nous embrouille à cause des places dans l'Assemblée nationale. Non, mais c'est une façon également de... Parce que, si tu veux, l'idéologie politique est importante. Parce que c'est en fonction des idées politiques que vous défendez ou que vous soutenez que vous allez avoir une proximité dans l'hémicycle. C'est pour ça que l'on les répartit de cette manière-là, de sorte d'avoir une lisibilité en termes, si tu veux, de répartition de pouvoir, d'influence ou de partis politiques en fonction justement des idées politiques que ces partis-là défendent. Voilà, c'est ce principe-là. Mais ça ne vient pas de France, ça vient d'Angleterre. D'accord. Voilà, c'est en Angleterre. Voilà, c'est en Angleterre où cette idée-là est arrivée. Et puis ça a été repris. En Angleterre, c'est pas un hémicycle. Si, c'est un hémicycle. Non. Si. Tu as regardé la configuration du Parlement à gauche, anglais? à droite, oui. Voilà, mais c'est pas en forme de... C'est pas un demi-cercle. Ah, d'accord. Non, c'est pas un demi-cercle, non. Voilà. Oui, mais c'est plutôt rectangulaire avec une grosse table au voilà, milieu. Exactement. Avec la gauche et la droite clairement définie. Voilà. Donc, mais là-bas aussi, comme il y a un bicéphalisme là-bas, c'est-à-dire que tu as le Labour et le Parti conservateur, il n'y a que ces deux formations politiques. Il n'y a pas le centrisme là-bas.
Si, il y a le centrisme, mais ils sont tellement dilués, soit à gauche, soit à droite, qu'ils sont parfois difficiles à émerger. Tu te rappelles en 2007-2008, lorsque David Cameron arrive au pouvoir, il arrive grâce au pouvoir des centristes qui était dirigé par Nick Clegg. Tu comprends? Nick Clegg, ouais. Donc Nick Clegg était même vice-premier ministre de David Cameron. Donc, c'était la première fois qu'on avait ce qu'on appelle les libéraux réformateurs, les libéraux, donc libéraux droite, réformateurs gauche. Donc c'est de vrais centristes. Donc malheureusement, après, l'histoire a montré que en Angleterre, cette habitude, cette vieille habitude, cette tradition-là d'avoir deux partis ou deux formations politiques clairement définies comme à gauche ou à droite a repris le dessus et les libéraux réformateurs Quelle est la dilués. situation actuelle du Parti socialiste? Très mauvaise, très mauvaise. Pire encore, depuis la dernière élection présidentielle, ils ont fait moins de 5%. C'était la première fois depuis 1974 que le Parti socialiste faisait un aussi mauvais score. Pire encore, c'était la première fois également qu'il n'était pas, depuis l'élection de 1974, qu'il n'était pas un second tour d'une élection présidentielle. Donc ils ont énormément perdu. Ils sont loin de représenter la principale force de gauche. Maintenant, ça dépend. Lorsqu'on regarde à l'Assemblée nationale, c'est une force, certes, mais elle n'a plus la même stature que dans le temps. D'autres formations comme la France insoumise, comme Europe Écologie, essayent aussi un peu, non seulement d'émerger dans la gauche, mais surtout de s'affranchir de la tutelle ou de l'influence du Parti socialiste. Quand on regarde les régions, la droite, que ce soit le centre droit ou le centre droit a la majorité des régions, la gauche n'a que la ville de Paris lorsqu'on regarde les communes, mais la plupart des régions sont tenues par la droite. Elle avait remporté d'éclatantes victoires, notamment sous la présidence de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy en termes de région. C'est ce qui avait permis par la suite à François Hollande de remporter l'élection. Et donc tout ça fait que les régions sont importantes comme les départements en termes d'organisation, en termes de force politique, parce que ce sont ces structures-là qui sont des structures de base, et ce sont ces structures de base-là qui font un travail de terrain, qui permettent justement au chef de parti, qui est le candidat naturel à l'élection présidentielle, de pouvoir remporter ces élections-là. Donc malheureusement, le Parti socialiste français, par rapport à ce qui a épiné, c'est vraiment très dommage, parce que c'est une force qui n'est plus la principale force de gauche. Actuellement, c'est la France insoumise. Et il est clair que Jean-Luc Mélenchon n'a pas du tout l'intention de se laisser dépasser. Mais évidemment, il faut bien comprendre que la marche vers, en fait, ce que je voulais montrer ici, c'est que la marche vers la présidence, c'est un long processus. Et c'est un processus qui commence d'abord par une organisation des structures de base d'un parti, parce que c'est à partir de là que l'on s'appuie pour effectivement accéder à la présidence de la République. Merci Jean-Paul pour le brin d'histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning. Restez connectés, c'est la première partie de notre émission. On se retrouve dans quelques minutes. Stop Fresh Morning.